Vous êtes encore là, Fabienne? Il faut jamais laisser une maison ouverte quand il n'y a personne dedans. Mon mari n'est pas dans sa chambre. Et vous savez où il est? Il est où? Ah, il se promène dans le parc depuis longtemps? La grosse aiguille, elle était là. Fabrice? 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 Vous? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Je vous remercie d'avance, monsieur le bâtonnier, de rappeler à Maître Varlet que la cordialité et la confraternité font partie intégrante de la déontologie de l'avocat. Pourriez-vous m'exposer précisément vos griefs? Tout à fait. J'étais allé à l'audience Chenaille pour y entendre Maître Varlet plaider. Et à l'issue de sa plaidoirie, qui fut brillante, je suis allé le trouver pour lui exprimer l'admiration que j'avais pour lui. C'est là qu'il m'a répondu qu'il était simple de gagner quand l'avocate des parties adverses, je cite, était une idiote. Ah non, pas une idiote, une conne. Je lui ai alors précisé que l'avocate en question était ma femme. Il a répondu qu'il était parfaitement au courant. Ce qui caractérise l'injure publique. C'est vrai? Je savais que cette conne était votre femme, mais pas qu'elle était publique. L'injure, bien sûr. Bon, mais enfin, écoutez, si j'ai blessé l'amour-propre de mon confrère, eh bien, je suis prêt à lui offrir une réparation à hauteur de son préjudice. Voilà, puis n'en parlons plus. Vous avez la monnaie de 10 €? Hein? C'est pas grave. Gardez tout, mon garçon. Bon, ça suffit. Ma tentative de conciliation est terminée. Je vais réfléchir à une sanction adaptée. Merci, monsieur le bâtonnier. Bon, bah, tu m'envoies ton admonestation écrite à mon cabinet, comme d'habitude, hein? Parce que, sauf erreur de ma part, c'est la seule sanction adaptée que tu puisses prendre. Sauf, bien sûr, à saisir le Conseil de l'Ordre. Et ça, je crois qu'ils ont autre chose à foutre. Procureur, policier et maintenant confrère. Tu te rends compte de l'image que tu donnes de notre profession? Ah, c'est une admonestation orale, c'est ça? Bah, j'espère qu'elle est courte, parce que là, je suis un peu pressé, quand même. Tu es même déjà en retard. Monsieur Philippe Moreau t'attend au commissariat. Moreau? C'est qui, ça, Moreau? Ton nouveau client. Et voici ta désignation comme commis d'office. Commis d'office? Attends, dis donc, c'est une sanction déguisée, ça? T'es en plein abus de pouvoir. Oh, bah, plains-toi au Conseil de l'Ordre. Mais je crois qu'il a autre chose à foutre. Maître, si vous voulez bien me suivre. Non, c'est quoi, ça? Prêtre. Ah. Curé, si vous préférez. Ah, d'accord. Vous avez un problème avec les curés? Non, non, aucun, je les adore. Presque autant que les flics, c'est peu dire. T'as vas-y, où? Maître Simon Varlet, commis d'office. Dis donc, vous êtes drôlement jeune pour un curé. Parce qu'un prêtre, c'est forcément vieux. Non, mais pour moi, c'est comme les ours polaires. Une espèce en voie de disparition. Sauf que les ours polaires, ça emmerde personne en général. Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche? Parce que tout ce que j'ai là, c'est que vous avez découvert un noyé, Fabrice Lacour, notaire. Ce matin, oui. J'ai trouvé dans la rivière. Celle qui passe derrière sa propriété. Je l'ai tiré de l'eau. J'ai essayé de le ranimer, mais j'y suis pas arrivé. Si c'est tout ce qu'on vous reproche, je vois pas pourquoi vous avez pris un avocat. Ce sont les policiers qui m'ont conseillé de le faire. Ah oui, alors bon. Alors, soit ils ont fait ça juste pour m'emmerder, soit vous me cachez un petit détail. Parlez-moi de la victime.
Monsieur Lacour traversait une période très difficile. Il était atteint d'une maladie grave et... cette épreuve l'avait aidé à retrouver la foi. Ah oui, sûr. Quand on est désespéré, on se raccroche à n'importe quoi. Hein. En somme, vous étiez devenu son guide spirituel. Un truc comme ça, quoi. Oui, un truc comme ça, oui. Et vous aviez un contentieux avec la victime? Non, je n'ai de contentieux avec personne. Non, mais je vous demande pas de me dire la messe. Joue droite, joue gauche, pardon des offenses et les en paix. Non, non, mais dans la réalité, ça marche pas comme ça. Alors? Je vous le répète, je n'ai de contentieux avec personne. Mon père, quand aviez-vous vu la victime pour la dernière fois? La veille. Il avait souhaité ma présence au moment de recevoir le résultat de ses examens médicaux. Il allait si mal que ça? Il pensait être condamné à très brève échéance. Voilà. Monsieur Lacour, son épouse et moi-même avons attendu le docteur Berthier. Il devait lui annoncer les résultats des analyses. Bon, autant te dire les choses honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça peut être aussi bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Tous les paramètres, ou presque, sont revenus à l'équilibre. Il faudra attendre 2 mois pour être sûr qu'il n'y aura pas de rechute, mais franchement, c'est bien parti. Merci, mon Dieu, merci. Tu peux aussi remercier l'inventeur du xénophérine. Même s'il est moins célèbre que votre patron. Tu comprends rien. C'est un miracle. C'est surtout une excellente nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, c'est bien. C'est plus que ça. Beaucoup plus. Et d'après vous, il est tombé tout seul dans la rivière sans être capable de regagner la berge? Écoutez, je l'ai retrouvé flottant dans l'eau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Rien. Vous ne direz rien d'autre. Tant que vous n'aurez pas été informé de ce qui vous est précisément reproché et ce qui motive votre garde à vue. Une information a été ouverte pour rechercher les causes de la mort qui ne semble pas aussi naturelle que le dit votre client, maître. Mon client a juste déclaré qu'il avait trouvé la victime morte sans émettre la moindre opinion sur les causes du décès. Mais quand votre client a retrouvé le cadavre, vous n'êtes prévenu personne. Jusqu'à l'arrivée de Madame Lacour. C'est assez étonnant, non? Mais j'étais tétanisé. J'ai pas réfléchi. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps avec Monsieur Lacour ces derniers mois. Oui, ça c'est un euphémisme. Après le docteur Berthier, vous étiez au domicile de Lacour tous les jours. Et la victime vous témoignait d'une confiance aveugle. C'est pas à moi qui faisais confiance. C'est à Dieu. Moi, je n'étais là que pour l'accompagner dans son cheminement vers lui. Oui, une aide spirituelle, mais également une aide matérielle. Puisque sa femme nous explique que vous assistiez la victime affaiblie dans la gestion de ses affaires courantes. Oui, en effet, oui. Je l'ai effectivement aidé à remplir quelques formulaires administratifs, fiscaux, mais bon... C'était toujours à sa demande. Pourquoi? Les flics semblent avoir des doutes sur la manière dont vous avez géré les comptes du notaire. Est-ce qu'ils peuvent trouver une preuve d'un détournement de fonds? Non, aucune. J'ai juste exécuté ce qu'il me demandait. C'est elle, la veuve? Oui, Madame Lacour, oui. Ça va se compliquer, cette affaire. Bon, alors, ne répondez à aucune question des policiers en mon absence. Aucune, c'est clair? D'accord. Tenez mon portable. Appelez-moi. Ou demandez-leur de m'appeler une demi-heure avant votre audition. D'accord? Très bien. Merci. Suivez-moi, s'il vous plaît. Oui, bonjour, maître Philippe Moreau. Voilà, nous sommes dimanche, il est 7h du matin. Vous m'aviez demandé de vous rappeler avant mon audition par la police, mais bon, en fait, voilà, il n'y en aura pas, puisqu'ils m'ont laissé repartir à l'instant. Voilà, excellente journée à vous. Au revoir.
On se signe en rentrant dans une église. Ah, c'est une église? C'est pour ça qu'il y a des croix partout. Qu'est-ce que vous faites ici? Les flics vous ont interrogé avant de vous relâcher? Non, ils m'ont dit qu'aucune charge n'était retenue contre moi. Sans poser de questions sur vos rapports avec la veuve? Aucune, non. Pourquoi? À la manière dont elle vous regarde, on pourrait croire que vous êtes très proche. Nous le sommes devenus par la force des choses, oui. J'ai été très présent pour son mari ces derniers mois et c'est naturellement que j'ai tenté de lui apporter un soutien moral dans cette épreuve, oui. Oui, un soutien moral, oui, bien sûr, bien sûr. Et il manquerait plus que vous l'ayez culbuté. Hein, ça serait un vrai mobile. Mais bon, moi, à votre place, hein, j'éviterais d'apporter un soutien moral à la veuve. D'une façon qui pourrait être mal interprétée. Excusez-moi, mais je vois pas bien ce que vous voulez dire. Ah bon? Bon, les flics ont trop d'éléments à charge contre vous pour laisser tomber si facilement, d'accord? Si vous ont remis dehors après vous avoir rassuré, c'est qu'ils espèrent que vous allez faire une erreur. Voilà. C'est une tactique policière vieille comme le monde. Avec des voyous chevronnés, ça marche plus depuis longtemps. Mais, avec un novice, ça peut être le jackpot. Vous pensez que la police me surveille? Pourquoi croyez-vous que je me sois déplacé au lieu de vous téléphoner? Pour allumer un cierge? S'il y a quelque chose que je dois savoir, ne vous gênez surtout pas pour m'en parler. Oui, mais je pense qu'il est trop tard pour ça. J'ignorais que vous alliez à la messe, maître. Oh non, mais je priais pour le salut de votre âme, capitaine. Attention. Ouais. Mon père, je vais vous demander de nous accompagner. Je voudrais vous poser quelques questions avant de vous présenter au juge d'instruction. À peine sorti de votre garde à vue, vous foncez chez Madame Lacour. Vous la retrouvez dans la propriété de son mari. Quel était l'objet de cette discussion? Je suis désolée de vous avoir pressé. J'avais absolument besoin de vous parler. Non, je comprends. La mort de Fabrice, c'est vraiment un drame. La police dit qu'on l'a tué. Que c'est un meurtre. Je sais ce qu'ils m'ont dit aussi, oui. Et je crois même qu'ils m'ont soupçonné d'être responsable, alors. Tu peux crever tranquille. Le curé s'occupe déjà de ta veuve. Je l'ai trouvé sur le bureau de Fabrice, quand je suis allée appeler les pompiers. Il l'a reçu hier matin, juste avant que vous arriviez, alors je... Alors vous quoi? Attendez, vous pensez que je l'ai tué, c'est ça? S'il était fou de rage, qu'il s'est jeté sur vous... Attendez. Quand je l'ai trouvé, il était déjà mort. Juste après son départ, la police est arrivée. Au moment où vous alliez détruire cette lettre anonyme qui indique que vous entreteniez une relation amoureuse avec le suspect. Non. C'est compliqué. Écoutez... Nous avions une attirance, oui, peut-être. Mais... Comme il nous était impossible d'y céder... Nous avons résisté. Vous avez une drôle de façon de résister, non? C'est un moment particulier. Fabrice venait de recevoir ses résultats qui disaient qu'il allait s'en tirer. Le père Moreau est parti sans que j'ai pu lui dire un mot. C'était juste un moment de détente et de complicité. Après des mois d'épreuves traversées ensemble. Il faisait rien de mal. Alors pourquoi avoir caché cette lettre à la police, Madame Lacour? Parce que j'étais sûre que vous accuseriez le père Moreau alors qu'il a rien fait. Sinon, il me l'aurait avoué. C'est un homme honnête. Honnête et droit. Qu'est-ce que ça aurait été si vous n'aviez pas été honnête? Je sais que les apparences sont contre moi, mais... Je vous assure qu'à cette exception près, notre relation a toujours été platonique. Personne ne pourra prouver le contraire? Non, je crois pas. Parfait. Alors c'est plaidable. Voilà ce que vous allez faire. Quand vous êtes arrivé chez la victime, elle vous a agressé.
Vous l'avez repoussé avec d'autant plus de rage que vous avez fait de gros efforts pour résister aux avances de sa femme. Attendez, vous voulez que je dise que je l'ai poussé, c'est ça? Sans intention de le tuer. 5 ans, dont la moitié avec sursis. Non mais sauf que c'est pas vrai, j'y suis pour rien. D'accord. Mais avec une ligne de défense comme ça, même moi, j'aurais du mal à vous éviter 10 ans de placard. Alors avec un confrère moins doué, vous allez prendre un max. Un confrère? Pourquoi vous me laissez tomber? Ma mission s'arrête à la fin de la garde à vue, d'accord? La phase d'instruction, le procès, c'est pas le même boulot. Ni le même tarif. Et vu la fierté avec laquelle vous en parlez, j'imagine que vos honoraires sont très élevés. Trop élevés pour vous. Et je le regrette. Parce qu'un curé inculpé pour une affaire de mœurs, c'est fréquent. Mais avec une femme, et majeure, c'est original. Votre humour, ça a déjà fait sourire quelqu'un? Oui. Ah oui. Mes amis l'adorent. Ah, ça m'étonne. Non, je vous assure. Non, je veux dire, ça m'étonne que vous ayez des amis. Ça passe déjà aux assises? Bah les gens, ils ont pas perdu de temps à l'instruction, hein. Pourquoi tu montres ça? Parce que le curé n'a pas encore choisi d'avocat, je vais être obligé de lui en désigner un d'office. Ah non, hein. Tu vas pas me refaire le coup de fois? Non, je te disais juste ça au cas où tu es des remords de l'avoir laissé tomber. Bon, le seul regret que j'ai, c'est d'avoir perdu 2 jours avec ce con. Tu vois? Oh, attends, excuse-moi. Oui? Oui? Un chèque de qui? Eh bien, des amis se sont cotisés pour me payer les services du meilleur avocat de la ville, et curieusement, il paraît que c'est vous. Oui. En gros, vous avez fait la quête, hein? Vos fidèles auraient dû se réveiller plus tôt. Parce que préparer un procès en 1 semaine, c'est pas simple. Surtout avec la gueule de votre dossier. Croyez-moi, si ça avait été simple, je crois que je me serais passé du plaisir de vous revoir. Et j'ai aucune vocation de martyr. Oui. Et en plus, vous voulez plaider non coupable, c'est ça? Alors là, il va falloir m'aider un peu. Parlez-moi de la victime pour commencer. Eh bien, je suis désolé, mais j'ai peur de ne pas pouvoir vous être d'un secours quelconque. Attendez, vous passiez tous les jours chez lui pour l'aider à se préparer pour le grand voyage. Alors, s'il a fait des trucs pas jolis, il vous les a forcément racontés, non? Dans le cadre de la confession, qui est protégée par le secret du même nom, j'ai pas le droit de le trahir. Mais il s'en fout, il est mort. Mais ça ne me délie pas de mon serment. Mais les avocats aussi, ils prêtent serment, et je sais ce que ça vaut, hein. Écoutez, c'est pas parce que vous avez renoncé à vos engagements que je vais forcément renier les miens. D'accord. Eh ben, merci pour votre aide. Et rendez-vous à l'audience. Gardien! Pouvez-vous nous parler de cette lettre, capitaine Desplan? Le cachet de la poste prouve que la lettre a été envoyée la veille du meurtre d'un petit village voisin de Saint-Martin-des-Groix. Par ailleurs, les empreintes digitales de la victime ont été identifiées sur la lettre, témoignant qu'il l'a bien lue. À l'heure du meurtre, la seule personne présente au domicile de la victime est Madame Fabienne Raget, occupée à des tâches de jardinage par les Lacour. Fabienne Raget souffre d'un déficit mental sévère. De plus, elle est très craintive, ce qui rendait difficile de la faire citer. Mais son audition réalisée par une psychologue spécialisée a été enregistrée. C'est une jolie fleur. Merci. Tu l'as prise chez Monsieur Lacour? J'ai le droit, il m'a dit. Il est gentil avec moi. C'est bien. Tu t'occupais des fleurs hier quand Monsieur Lacour est sorti se promener? Fabienne, tu as vu Monsieur Lacour quand il est sorti dans le parc? Il était seul? Et tu es restée dans l'orangerie pour t'occuper des orchidées? Quelqu'un est entré dans la maison quand tu étais dans l'orangerie? Monsieur le curé. Monsieur le curé? Lui aussi, il est gentil avec moi. Et à part Monsieur le curé, quelqu'un d'autre?
Madame Lacour. Absolument. Au moment du déjeuner. Et à part Madame Lacour et Monsieur le curé, qui d'autre tu as vu? Tu as vu quelqu'un d'autre? Personne. Selon les experts qui ont examiné Madame Raget, son témoignage est fiable et indique donc que l'accusé était seul présent dans le parc avec la victime au moment des faits. Et comme par ailleurs il est avéré qu'il entretenait une relation plus qu'ambiguë avec Madame Lacour, les conclusions s'imposent d'elles-mêmes, même sans aveu. J'avais 23 ans quand j'ai épousé Fabrice. Notre idée était de faire rapidement des enfants, mais ça n'a pas marché. Nous avons consulté et découvert que Fabrice était stérile. Ça a été très dur. Très dur pour tous les deux, mais sa réaction a été de se réfugier dans le travail. Et c'est comme ça que nous nous sommes éloignés. Sans vraiment nous en rendre compte. Le soir, nous nous parlions à peine et nous nous touchions encore moins. Je me sentais vide. Ça vous intéresse pas? Nous avons passé 10 ans. J'ai déjà lu Madame Bovary, moi je connais l'histoire. Comme ça, dans une sorte de routine, et jusqu'à ce que Fabrice tombe malade. Et en quelques jours, tout s'est écroulé. Fabrice a été opéré, mais ses chances de survie étaient très faibles. Et c'est à ce moment-là que le père Moreau est arrivé. Je n'ai jamais été pratiquante et je trouvais ridicule de voir mon mari passer autant de temps avec un prêtre. Mais... ça va vous sembler idiot, mais mon mari est devenu un homme meilleur à son contact. Les orchidées sont magnifiques, Fabienne. Merci, madame. Vous pourrez en emmener une chez moi? Oui, bien sûr. Ah, excusez-moi. Bonjour, mon père. Bonjour. Je suppose que c'est une idée à vous? Quelle idée? Fabienne. Elle m'a dit que mon mari l'avait engagée pour s'occuper des fleurs. Oui, c'est exact, oui. Vous savez, par contre, j'y suis absolument pour rien. Vous n'y êtes pour rien non plus s'il multiplie les dons aux associations, s'il s'intéresse aux autres, s'il est adorable avec moi. Vous savez, je crois que ce sont ses décisions avant tout. Et je pense qu'il les aurait prises bien avant s'il avait eu le temps de réfléchir à ce qui était vraiment important pour lui. Et la maladie lui donne ce temps. Il lui a permis de comprendre qu'il ne menait pas vraiment la vie qu'il avait envie de mener. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui ont exactement la vie dont ils rêvaient? Bien, je connais beaucoup de gens qui se trompent sur leurs rêves, oui, et qui poursuivent un but qui, même s'ils l'atteignent, ne leur apporte rien du tout. L'argent, la réussite sociale, l'apparence. Ce sont des choses qui comptent. Regardez, Fabienne, elle n'a aucune de ces choses. Et votre mari les avait toutes. Vous pensez vraiment qu'il était plus heureux qu'elle? J'ai pris cette phrase comme une gifle. Parce que moi non plus, je n'étais pas heureuse. Je rendais notre incapacité à avoir un enfant responsable de cette mélancolie, mais je me trompais. Les semaines suivantes, j'ai vu le père Moreau tous les jours en marge de ses visites à mon mari. Nous parlions de Fabrice et de moi. Et tout est devenu plus clair. La vraie raison pour laquelle j'allais mal, c'est qu'il me manquait l'essentiel. L'amour. Ah, ouais, bien, je suis désolé, je vais pas avoir le temps de prendre le thé. Même pas 10 minutes? Non. J'ignorais qu'un prêtre avait des urgences. Bien, vous savez, je suis quand même chargé de 12 clochers, alors... Comment vous arrivez à faire face à autant de douleurs que vous tentez d'apaiser? Et vous savez, c'est pas tant leur nombre, le problème, c'est plutôt le sentiment que j'ai parfois de ne pas pouvoir aller au bout des choses. Qu'est-ce qui vous en empêche? Eh bien, d'être prêtre, avec mon engagement que j'ai pris auprès de Dieu, m'empêche d'en prendre d'autres. Il m'oblige à ne pas sortir de mon rôle de confident et de conseil. Parce que vous aimeriez en remplir un autre? Eh bien, disons que certains jours, les choix que j'ai faits seront plus difficiles à assumer que d'autres. Pour vous aussi? Vous n'êtes pas dans les ordres?
Mais je me suis mariée. Et c'est aussi un choix qui n'est pas toujours facile à assumer. Surtout quand on a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Attendez, si j'ai fait naître ce sentiment, je m'en excuse, je suis désolé. Mais c'est à vous que je vais demander de le combattre. Parce qu'il ne pourra absolument rien nous apporter de bon, rien du tout. Mais parce que vous êtes prêtre ou parce que vous n'éprouvez rien pour moi? Non, parce que votre mari a besoin de vous. Et de moi aussi. Pardon. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse qu'à ce moment-là. Ce moment où j'ai compris qu'il éprouvait la même chose que moi. Nous n'en avons jamais reparlé par la suite. Mais nos regards parlaient pour nous. Et puis, Fabrice a reçu ses résultats. C'est horrible à dire, mais je n'ai pas éprouvé la joie que j'aurais dû éprouver. Parce que ça voulait dire que plus rien n'était possible. Mon père? Je voulais vous remercier pour Fabrice. Le docteur Berthier peut raconter ce qu'il veut, c'est vous qui l'avez sauvé. Il vous doit énormément, et moi aussi. Vous continuerez à venir à la maison, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. En prêtre. Et en ami aussi. Je suis pas sûre d'arriver à vous voir uniquement comme un ami. Excusez-moi d'être brutal, mais ce que vous entendez par là, c'est que la mort de votre mari vous aurait permis de vivre pleinement votre liaison avec l'accusé? Oui. Qu'entendez-vous exactement par vivre pleinement votre relation? Se marier, fonder une famille. Le père Moreau n'est pas le genre d'homme qui conçoit l'amour autrement que dans un engagement et une sincérité absolue. Je n'en doute pas, mais pour se marier, il aurait fallu qu'il quitte les ordres et qu'il renonce à une vocation à laquelle il semble beaucoup tenir. Vous pensez qu'il était amoureux à ce point? Je le crois, oui. Si vous croyez l'accusé capable de n'importe quel sacrifice par amour pour vous, comment pouvez-vous être sûr qu'il n'a pas provoqué cet accident? Parce qu'il est incapable de faire ça. Incapable. Vous nous avez dit qu'après les bons résultats médicaux de votre mari, vous saviez que plus rien ne serait possible entre vous et mon client, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Philippe n'aurait jamais accepté que je quitte mon mari pour lui. Ce qui signifie que vous étiez prête à le faire? Oui. Alors là, je ne comprends pas. Et si vous étiez prête à quitter votre mari pour suivre mon client, je pose la question. Pourquoi? Pourquoi l'accuse-t-on de l'avoir tué? Vous plaiderez en temps voulu. Merci. Quand mon client vous a-t-il dit qu'il vous aimait pour la première fois? Je vous ai raconté la scène? Non. Vous nous avez raconté une scène où vous lui avez avoué vos sentiments et où il vous a demandé de les combattre. Nuance. Il ne pouvait pas en dire plus vu la situation. Attendez. Vous nous avez dit il y a 5 minutes qu'il était prêt à se défroquer pour vous épouser et faire des tas de jolis bébés. Et il ne vous a jamais dit une fois qu'il vous aimait, pas une fois? Non, pas directement. Donc, si je vous suis bien, vous êtes persuadé qu'il est fou de vous parce qu'il vous a dit un soir qu'il ne voulait pas que vous l'aimiez et qu'il a approuvé votre décision quand vous lui avez dit qu'il fallait rompre tout contact. Vous présentez les choses comme ça, mais je sais qu'il m'aime. Vous le savez, mais... c'est pas ce qu'il a dit à la police. Si l'accusé veut bien s'exprimer sur ce point. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour Madame Lacour, mais mes sentiments envers elle n'ont jamais été d'ordre amoureux.
Madame Lacour était déjà tellement perdue qu'il m'a semblé qu'une mise au point plus explicite risquait de la plonger dans le désespoir et de priver son mari du soutien qu'elle pouvait lui apporter au moment où il lui était le plus essentiel. Superbe intervention, hein, superbe intervention. Et l'idée du soutien qui aurait manqué à son mari, si vous aviez traumatisé sa femme en la rejetant, alors là, là, du grand art. Du grand art. Voilà. Oui, enfin, qui visiblement ne vous a pas convaincu de ma sincérité, apparemment. Hein. Si. Mais ce dont je suis moins convaincu, c'est que la sincérité soit la bonne stratégie. Parce que pourtant, hein, vous vous y connaissez en stratégie. La manière dont vous avez fait tourner la tête à cette pauvre Madame Lacour, c'est fort. C'est très fort. Oui, sauf que c'était absolument pas mon but. C'était pas mon but de faire ça. Bah alors, c'est que vous êtes sacrément maladroit. Et tellement maladroit qu'il faudrait trouver d'autres justifications quand on vous interrogera là-dessus. Je vois pas comment je me justifierais, ni pourquoi on me demanderait de le faire. Pourquoi est-ce que j'aurais tenté de rendre accro une femme que je n'aimais pas? Pourquoi j'aurais fait ça? Voyons. Qu'est-ce qui pourrait pousser un type payé la moitié du SMIC à séduire la future veuve d'un notaire qui va lui léguer 2 à 3 millions? L'argent, évidemment. Vous pouviez pas penser à autre chose. C'est tout ce que vous avez trouvé comme réponse? Bah, vous devriez trouver autre chose. Parce que je serais étonné d'être le seul à y penser avant la fin du procès. Je m'appelle Dominique Évrard, j'ai 42 ans. Je suis exploitant agricole et accessoirement maire de Saint-Martin-des-Groix. Mais enfin, c'est pas en cette qualité que je témoigne ici, hein, mais en celle d'ami. Un ami de toujours. Parce que mon père était très lié avec le père de Fabrice Lacour, hein, qui tenait l'étude notariale, qui lui a légué. Et bref, nous avons prolongé cette amitié depuis la nourrice. À l'école, il aurait pu la ramener parce que ses parents avaient la plus belle maison du village et lui avait toujours les plus beaux jouets. Mais tout ce qu'il lui donnait, il le partageait avec nous. On était tellement unis qu'on s'appelait les mousquetaires. Moi, c'était Porthos, à cause du ventre. Dominique, c'était Athos. Et Fabrice avait choisi Aramis, parce qu'il était déjà un peu religieux. Et puis Claude, le docteur Berthier, c'était D'Artagnan. De nous quatre, Fabrice était sans doute le plus sage, le plus intelligent. Bref, le meilleur. Quand il est tombé malade, il a réagi avec un courage extraordinaire. Mais il avait perdu 20 kilos, les douleurs l'empêchaient de dormir. Et comme les premiers résultats post-opératoires étaient inquiétants, son moral s'est effondré. Et il est rentré dans une profonde dépression. C'est à ce moment que l'accusé a commencé à s'incruster chez lui. Bonjour Laure. Ça va? Ouais. Fabrice est là-bas? Dans le salon. Bonjour. Un pour tous et tous pour un. On passait dans le coin, alors on s'est dit... C'est très gentil, c'est très gentil. Entrez, entrez. Installez-vous. Docteur Berthier, monsieur. Monsieur le curé, j'ai l'impression que vous passez plus de temps ici que dans votre église. Vous avez peut-être cette impression parce que vous ne venez jamais à l'église, c'est pour ça. Dis-moi, Claude, tu ne vas pas reprocher au père Moreau de prendre sur son temps précieux pour s'occuper de moi? Non, je dis seulement que le repos est utile à la guérison. Encore faut-il le mériter. Ou bien être prêt à affronter le jugement de Dieu quand il a décidé de vous rappeler vers lui. Père Moreau, mes amis, préparez. Et dis-moi, la préparation va prendre longtemps? Non, parce que ça nous aurait fait plaisir de te parler un petit peu. Écoutez, c'est à vous de décider de vos priorités. Si vous voulez, Père, vous restez là. En quelques semaines, Fabrice avait totalement changé. Il avait toujours été croyant, mais là, il parlait comme un bigot. Il s'en remettait à son gourou pour tout. Oui, je dis gourou parce que je vois pas d'autre mot pour qualifier un homme qui abuse de la faiblesse d'un autre pour prendre le contrôle de sa vie. Quand vous avez appris la mort de votre ami, c'est vous qui avez appelé le SAMU pour leur demander de vérifier si le décès n'avait rien de suspect. C'est exact? Mais oui.
J'ai fait le lien avec ma dernière visite à Fabrice, 3 heures plus tôt. J'étais passé avant ma tournée. J'espérais le retrouver souriant, après les bonnes nouvelles de la veille. Ah! Alors, le miraculé, comment ça va ce matin? Oui, ça va, ça va. Dis donc, c'est quoi ce ton? Hier, tu faisais des bons partout, et là... Tu avais peut-être raison. Bah, j'ai toujours raison, mais je sais pas de quoi tu parles. Du père Moreau. Ah, ça c'est le signe que tu es vraiment guéri. Si tu laisses tomber les bondieuseries... Mais je te parle pas de Dieu. Je te parle du père Moreau. J'espère me tromper, mais... il a sans doute abusé de mon état et de ma confiance. Ah bon? Bah, raconte. Non, pas avant de lui donner une chance de se défendre. J'espère pour lui que ses explications seront convaincantes. Il n'a rien voulu me dire de plus. Mais j'ai immédiatement fait le rapprochement quand j'ai appris son décès. Soi-disant accidentel. Vous avez bien parlé d'abus de faiblesse en désignant le comportement de l'accusé. Oui, absolument. Il a isolé Fabrice de ses amis pour mieux le contrôler. Pour le placer dans une situation de dépendance. Mais pourquoi aurait-il fait cela? Si son but était de séduire son épouse? Non, je pense qu'au début, son idée, c'était de se servir de l'emprise qu'il exerçait sur lui pour piocher dans ses comptes. Mais quand il a réalisé qu'il pouvait séduire sa femme, il a changé de plan. Il a décidé d'attendre la mort de Fabrice pour épouser sa veuve et empocher l'héritage. C'est typique du comportement manipulateur d'une personnalité perverse. Docteur Berthier, en tant que psychiatre... Non, je ne suis pas psychiatre, je suis généraliste. Ah bon? Ah, vous avez pourtant diagnostiqué chez mon client une personnalité perverse. Même sans être spécialisé, un médecin doit posséder un minimum de sens de la psychologie. Oui. Votre jugement est donc rationnel. Et par conséquent, ça n'est pas uniquement par jalousie que vous accablez mon client. Attendez, de quelle jalousie parlez-vous? Eh bien, vous étiez d'Artagnan. Vous étiez d'Artagnan. Dans votre petit groupe de copains d'enfance. Le plus fort, le plus fougueux. Enfin bref, le leader, n'est-ce pas? La victime, elle, était la plus timorée. Et j'imagine donc que vous aviez une certaine influence sur lui. Jusqu'à ce que votre ami préfère suivre les conseils d'un petit curton plutôt que les vôtres. Ça doit agacer, non? Enfin, moi, ça m'agacerait. Ça n'a rien à voir avec mon ego. Je n'ai jamais usé de mon influence sur Fabrice pour le contrôler, mais pour le protéger. Ah oui? Bah, si c'était le cas, vous auriez dû le prévenir que sa femme était sous le charme de mon client. Enfin, c'est ce que j'aurais fait si je l'avais su, mais je l'ignorais totalement. Attendez, attendez. Vous passiez régulièrement chez lui et vous n'avez rien vu. Il n'a rien vu. Alors il est où ce minimum de sens de la psychologie requis pour être tout bim? Parce que voilà, alors là, je comprends plus. Vous pouvez faire votre numéro, là, mais il n'empêche que n'importe qui, d'un peu lucide, aurait immédiatement vu comme moi que votre client est un manipulateur. N'importe qui? Sauf les experts qui ont examiné mon client, de vrais psychiatres, et conclu à l'absence de tout caractère pervers. Alors, je vous pose la question, comment expliquez-vous ça? Mais il les a manipulés aussi. Oh là là. Manipulé, vous avez entendu, Monsieur le Président. Puis-je vous conseiller de ne pas regarder mon client dans les yeux, afin d'éviter de succomber à ses pouvoirs de contrôle mental, visiblement hors du commun, mais ça... Maître... Ah oui, mais... Non, s'il vous plaît. Vous nous avez dit que mon client avait une emprise totale sur votre ami, n'est-ce pas? Si c'est le cas, on peut en déduire qu'il n'aurait eu aucun mal à convaincre Monsieur Lacour que ses relations avec sa femme n'avaient rien de répréhensible. Mais non. Non. Fabrice était d'une jalousie maladive, l'accusé aurait pu raconter ce qu'il voulait, ça n'aurait rien changé. L'emprise, c'est quand ça vous arrange. C'est la vérité, et il le sait très bien, lui. Monsieur Moreau,
Souhaitez-vous vous exprimer? Le docteur Berthier a raison. Monsieur Lacour était excessivement jaloux, et même si je n'avais rien à me reprocher, je suis persuadé qu'il aurait refusé de m'écouter. Ça vous amuse? Si vous avez envie de passer votre vie en tôle, c'est votre problème. Mais alors là, c'est moi qui passe pour un con. Je suis désolé, je n'ai pas le droit de mentir à la justice. Mais si vous avez le droit, vous êtes accusé, vous avez le droit. J'ai le droit de mentir à mes amis aussi, de me réjouir de leur malheur, hein, d'être sans pitié. Amen, amen. Je suis pas payé pour écouter vos sermons, d'accord? Mais pour que vous sortiez libre. Même si je trouve que c'est pas une bonne idée. Parce que franchement, vous êtes bien atteint quand même. Hein. Je vous ai pas engagé pour me faire acquitter. Ce que j'attends de vous, c'est que la vérité éclate. La vérité? Mais tout le monde s'en fout de la vérité. Oui, eh bien c'est peut-être pour ça justement que vous n'arrivez à rien. C'est pour ça. Julie? Maître? Je te dérange? Non mais je savais pas que t'étais dans le coin. T'aurais pu prévenir. Je suis venue voir des amis. Je pensais pas passer, mais je crois que c'est mieux que ce soit moi qui te l'apprenne. Il est arrivé quelque chose à ta mère? Non. À moi. Je me marie. Oh. Et je le connais? Comment tu le connaîtrais? Je sais pas. Ça pourrait être un copain à toi de CM2. Parce que tu connaissais mes copains de CM2. Oh, pas tous, mais... T'es sûr de ton coup? Je veux dire, t'es encore jeune. Tu l'étais pas quand t'as épousé maman. Donc l'âge n'a rien à voir avec la réussite d'un mariage. Et c'est prévu pour quand, ce grand événement? Juin. Ah bah... Mais moi, j'ai rien de prévu. Alors, si tu veux... Non. Si tu veux... Non, je veux pas. On se parle plus depuis des années, alors on va pas jouer à la famille unie juste pour l'occasion. Je suis juste venue te le dire avant que tu la prennes par la bande, voilà. C'est gentil. Je suppose que t'as pas besoin de cadeaux non plus. Bah, tu peux peut-être m'envoyer une photo de toi dans ta belle robe blanche? Bien sûr. Puis comme ça, tu pourras la mettre à côté de toutes celles que t'as déjà de moi. Elles sont où d'ailleurs? Alors là, elles sont où d'ailleurs? Oui, elles sont où d'ailleurs? Je dois y aller. Julie? J'ai horreur des chrysanthèmes. Je te dis ça au cas où on se reverrait pas avant mon enterrement. La séance est ouverte. C'est en retard, ça va? Oui, j'ai travaillé pour vous. J'ai obtenu l'audition d'un témoin que le ministère public avait oublié de citer. Qui ça? Une jolie fille, pour faire la moyenne avec la présidente de votre fan club. Merci de vous présenter, madame. Je m'appelle Christine Rager. J'ai 65 ans. Je suis commerçante retraitée.
Je jure de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je suis catéchèse depuis plus de 40 ans. À ce titre, j'organise notamment la préparation des jeunes à la communion. Pauvre gamin. J'ai donc fréquenté très régulièrement le père Moreau durant les 2 années de son sacerdoce à Saint-Martin-des-Groix, comme j'avais fréquenté ses prédécesseurs. Je peux donc comparer et affirmer que c'est de loin le meilleur curé qu'on ait jamais Elle aussi, elle est amoureuse de vous. Si ce n'était pas une forme de blasphème, je dirais même que c'est un saint. Il sait que nos fidèles n'ont pas de mots pour lui exprimer leur gratitude. Madame le procureur, avez-vous des questions? C'est très touchant, mais pas tout à fait conforme à ce que nous a dit le responsable de l'enquête, qui a déclaré ici même que votre idole était loin de faire l'unanimité. C'est faux! Il y a eu quelques tensions au début parce que le père Moreau est très exigeant sur l'absolution. Mais c'est tout. Vous pouvez être plus clair? Eh bien, de nos jours, la plupart des prêtres, après la confession, accordent l'absolution comme si c'était un droit. Le père Moreau, lui, est fidèle à l'esprit de l'Église. Il n'accorde l'absolution que si le repentir du pénitent est sincère et qu'il s'engage à réparer ses fautes. Sinon, il refuse. Je vous en prie. Vous nous avez dit que le père Moreau encourageait la solidarité. Vous voulez dire par là qu'il pressait les plus riches d'aider les plus pauvres? C'est exactement ça. Et il savait trouver les mots pour dire à ceux qui ont beaucoup d'argent que la meilleure manière de le dépenser, c'était de le donner. Est-ce que vous l'avez senti parfois jaloux jaloux de ceux qui avaient beaucoup d'argent? Oh non, non. Il les plaignait. Ah, d'accord. Parce que pour lui, plus on a d'argent, et plus on est seul. D'ailleurs, le père Moreau voulait rien avoir à lui. Ah bon? Tous les beaux meubles qu'il y avait dans le presbytère avant son arrivée, il les a donnés. Même la télé, il ne l'a pas gardée. Bon. Eh bien, merci pour ce témoignage très édifiant en ce qui concerne la fascination qu'exerce l'argent sur mon client. Merci, merci madame. Merci madame Raget. Je l'adore, la vieille. Maintenant, reste plus qu'à enchaîner, en espérant que je me plante pas. La défense m'a demandé de procéder à l'audition d'un témoin non cité selon les formes prescrites. J'ai fait droit à cette demande. Entrez, s'il vous plaît. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Mylène Parmentier. J'ai 25 ans. Et je suis infirmière. Oui. Je vous en prie. Merci, monsieur le président. Merci. Et tout d'abord, félicitations. Félicitations. Parce que lorsque vous avez été entendu par la police, vous n'étiez alors qu'infirmière vacataire, n'est-ce pas? Et c'est dans ce cadre que vous avez accordé vos soins à monsieur Lacour. C'est exact? Oui. Je faisais un stage au cabinet médical de Saint-Martin-des-Groix pendant 1 semaine. 1 semaine? 1 semaine. Et qui vous a suffi pour remarquer que madame Lacour semblait, je cite votre procès-verbal d'audition, semblait sous le charme de mon client. Oui. Et il aurait fallu que je sois aveugle pour pas le remarquer. Vu la manière dont elle se conduisait avec lui. Elle se conduisait comment? Eh bien, elle se pomponnait toujours, juste avant qu'il arrive. Quand il était là, elle le regardait comme si c'était une star. Et elle prenait n'importe quel prétexte pour se coller à lui. Franchement, c'était lourd comme drague. Et puis avec son mari malade, à côté. Non, vraiment, j'étais choquée. Eh bien, moi, ce qui me choque, c'est qu'1 semaine vous ait suffi pour réaliser que madame Lacour draguait mon client. Alors que le docteur Berthier, qui lui a rendu des dizaines de visites, nous dit n'avoir rien remarqué. Comment expliquez-vous cela? J'en sais rien. Mademoiselle, ici c'est une cour d'assises. Les gens qui sont là-bas, ce sont des jurés, d'accord? Et le jeune homme dans ce box, c'est un accusé qui risque sa vie. Alors,
un mensonge, dans cette enceinte. Je crois qu'ils couchaient ensemble. Comment? Attends, pardon, qui, quoi? Quoi? Qui couchait avec qui? Qui couchait avec qui? Madame Lacour. Et le docteur Berthier. Je le sais parce que j'ai vu à plusieurs reprises Madame Lacour au cabinet médical s'enfermer avec le docteur Berthier dans son bureau. Mais il m'avait dit de ne pas en parler à la police. C'est le docteur Berthier qui vous a demandé de ne pas parler de cette liaison. Et il vous a dit pourquoi? Pour protéger la réputation de Madame Lacour. Il m'a même menacé de foutre en l'air ma carrière si je parlais de ses visites. Et moi, eh bien, je croyais que c'était pas important. Est-ce que c'est important, Monsieur le Président? L'audience est suspendue. Madame Lacour voudra rester à la disposition de la justice. La police s'en assurera, comme elle s'assurera de la présence du docteur Berthier. Bon. Eh ben, c'était plutôt une bonne journée, non? Il y a quelque chose que je comprends pas. Si Madame Lacour entretenait déjà une relation adultère avec le docteur Berthier, pourquoi est-ce qu'elle aurait cherché à me séduire? Ouais. C'est vous qui tentiez de la séduire. Et ça n'a pas du tout plu au docteur Berthier, pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il trucide le notaire en s'arrangeant pour vous faire porter le chapeau. Donc le docteur Berthier aurait tué son meilleur ami uniquement pour me faire accuser, c'est ça? Pour vous éloigner de la veuve, hein, et profiter de l'héritage Lacour. Tout le monde n'a pas votre noble détachement pour les choses matérielles. Vous comprenez pas ça? Qu'on puisse trouver du plaisir dans le dénuement. Mais si, justement, j'ai été jeune, moi aussi. Bien sûr. Enfin, pas dans la même chapelle, mais enfin, l'idée était la même. Mais c'était quoi votre chapelle? La Révolution. La Révolution. Tous les jeunes avocats étaient à fond là-dedans. Et moi, j'ai même manifesté pour que nos honoraires ne dépassent pas le SMIC. Tu te rends compte? Et figure-toi que ma femme de l'époque, était encore plus enragée que moi. Sauf qu'un jour, elle en a eu marre de faire la lessive à la main et d'habiter dans une HLM. Alors, du coup, ben, elle s'est barrée. Et c'est une déception amoureuse qui vous a changé à ce point? Non, ça m'a juste aidé à ouvrir les yeux. Tu sais, les pauvres, ils sont aussi dégueulasses que les riches. Ouais. Mais ils payent moins. Alors quand t'as compris ça, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu mets la sourdine sur la justice et tu profites de la vie. Et vous en profitez pleinement? Oui, bon, je pourrais me plaindre. J'ai obtenu tout ce qu'un homme peut vouloir. Une femme aimante, des enfants, tout ça? Oui, j'ai eu ça aussi. Vous avez eu ça? Oui, avec ma seconde femme, qui m'a donné une très jolie fille, qui va bientôt se marier d'ailleurs. On dirait que ça vous réjouit pas? Non, c'est pas ça, c'est qu'on a, si tu veux, on n'a pas beaucoup de contacts depuis que sa mère a obtenu le divorce. Vous savez ce que je crois, moi? Ce mariage-là, bien, c'est peut-être une bonne occasion de réparer. Oh, mais c'est une obsession chez toi. Crois-moi, il y a des choses qu'on répare pas. Le docteur Berthier n'a jamais été mon amant. Ce n'était qu'un ami pour moi. Un excellent ami, d'ailleurs. Un ami qui a fait pression sur une jeune infirmière pour qu'elle ne parle pas de vos visites au cabinet médical. Visites dont nous aimerions connaître la raison. Nous parlions de l'état de santé de mon mari et du père Moreau. Le docteur Berthier connaissait vos sentiments pour l'accusé? Il est entendu en ce moment même par la police, alors il serait préférable que vos deux versions concordent. Oui. Berthier était au courant. C'était même son idée. Que vous tombiez amoureuse du père Moreau? Que je fasse semblant de l'être. Ton mari est encore en train de pleurnicher dans les bras du curé. Oui. Il est là tous les jours. Fabrice est en pleine phase mystique. Mais j'ai l'impression que ça lui fait du bien. Ah oui, à lui peut-être, mais pas à ton héritage. Pourquoi? Et il l'entraîne dans un grand délire, pureté et pauvreté. Fabrice achète sa place au paradis à grands coups de chèque. Comment ça? Il a recruté la débile du village pour s'occuper des fleurs. Parce que c'est un bon geste.
Et maintenant, il claque à tour de bras pour des bonnes œuvres. On peut pas le calmer. Ah ben j'ai essayé, seulement il est complètement sous l'emprise de l'autre illuminé qui lui explique que moins il a d'argent, plus il s'approche du repos éternel. À ce rythme-là, il est capable de léguer votre baraque aux petites sœurs des pauvres. Non, arrête. À mon avis, t'aurais intérêt à te le mettre dans la poche, voilà. Tu veux quand même pas que j'aille à l'église tous les jours pour l'attendrir? Non, tu serais pas très crédible. En revanche, en future veuve, éplorée mais sexy, t'es très bien. Quoi, tu veux que je séduise? Si tu tombais sous le charme du saint homme, et que ton mari le découvrait, jaloux comme il est, il fera pas long feu dans le coin, le confesseur. C'est pour cette raison, et aucune autre, que j'ai retrouvé le père Moreau devant l'église. Et que je l'ai embrassé. Il ne s'est rendu compte de rien. Et Berthier a envoyé la lettre. Le lendemain, il est passé voir Fabrice pour vérifier qu'il était bien remonté et que tout se passait comme prévu. Mais ce qui n'était pas prévu, c'était que ce cinglé allait tuer mon mari. Et vous espérez vraiment vous en sortir comme ça? Vous venez de dire vous-même que mon client avait résisté à vos avances, pourtant insistantes, parce qu'il voulait rester fidèle à sa vocation. Sa vocation? Mais ça n'est pas pour se consacrer à son église que votre client m'a repoussé. Mais parce qu'il avait déjà trouvé mieux. Plus jolie, plus jeune, plus naïve. Eh bien, maître, votre client ne vous a pas parlé de sa petite gitane? Si vous avez des informations à porter à la connaissance de la cour, madame, énoncez-les de manière claire. Qui est la gitane? La fille de Fabienne Raget. La débile mentale que le père Moreau a conseillé à mon mari d'engager pour s'occuper du jardin. À prix d'or, bien sûr, hein. C'est facile d'être généreux avec l'argent des autres. Tenez-vous-en au fait, madame. Merci. Quand elle était jeune, Fabienne aimait déjà beaucoup les fleurs. Elle est allée en cueillir à côté d'un camp de manouches. Un gitan lui a proposé de jouer avec elle et quelques mois plus tard, son ventre a commencé à s'arrondir. C'est comme ça qu'est née Flora, et tout le monde l'appelle la petite gitane. Vous prétendez que l'accusé a une relation avec Flora? Je l'ai compris le lendemain du jour où le père Moreau m'a expliqué avec des trémolos dans la voix qu'il s'interrogeait sur sa vocation. Bonjour madame. Bonjour Fabienne. Vous avez une très jolie robe. Merci madame. C'est le père Moreau qui me l'a donnée hier soir au dîner. Il a dîné chez vous? Hier. Mais faut pas le dire à ma tante, hein. Parce que c'est un secret. Mais vous habitez chez votre tante, donc elle est forcément au courant. Mais des fois, elle va à Bordeaux voir ses cousins. C'est là qu'il vient à la maison pour voir Flora. Elle aime bien quand il est là. Moi aussi, j'aime bien, je suis contente. Et c'est Flora qui l'a appelée hier pour lui dire qu'elle était partie. Et pourquoi c'est un secret? Flora, elle veut pas que ma tante le sache. Elle dit qu'elle la gronderait. Vous lui direz rien, hein? Non, bien sûr que non. Je l'aurais évidemment dit à sa tante si j'avais eu une preuve. Parce que sans ça, j'étais sûre qu'il se débrouillerait pour l'embobiner. Mais vous ne l'avez pas trouvée, cette fameuse preuve. Et vous pensez que la cour, cette cour à laquelle vous mentez, depuis le début, avec tant de talent, va accorder le moindre crédit à vos élucubrations? Cette fois, c'est la vérité. Mais la police n'a pas trouvé la moindre trace de cette prétendue liaison. Ils n'ont même pas jugé bon d'interroger cette Flora. Mais parce qu'ils n'ont pas vu le testament. Quel testament? C'était un projet que mon mari avait rédigé avant de mourir. Et que j'ai découvert dans son bureau. Dans ce projet, il léguait à Fabienne et sa fille la part qu'il détenait dans la société exploitant le golfe de Saint-Martin-des-Groix. Je vous imagine très bien expliquant à mon mari qu'en se dépouillant pour la famille de cette pauvre âme simple, il achetait sa place au paradis. Hypocrite. Madame, ce projet, rédigé par la main de votre mari, est signé? Donc ça n'était plus un projet, mais un acte authentique.
Et où est-il? Je le détruis. Pardon? Je l'ai détruit. Silence. Pour ne présenter que l'ancien, vous désignant comme son unique légataire. Mais je suis sûre... suppose que vous savez qu'il s'agit d'une infraction pénale. Mais je suis sûre que mon mari l'aurait déchiré lui-même s'il avait su qu'il était manipulé. Et que le seul but de son guide spirituel était de piocher dans sa fortune pour assurer une rente à vie à sa maîtresse. Enfin... Et pourquoi vous croyez qu'il l'a tué? Non, silence. Silence. L'accusé veut-il s'exprimer? Qu'il s'agisse de sa relation avec cette jeune femme ou de ce legs très important qu'il comptait faire à sa famille. Je pense qu'il est insultant pour la mémoire de Monsieur Lacour de prétendre que je l'ai forcé à quoi que ce soit. Je l'ai pas forcé. Il a effectué ses dons librement et en pleine conscience. Pour le reste, je n'ai rien à dire. Vous vous doutez que la Cour ne saurait s'en tenir à cette réponse. La séance est suspendue. La Cour va se réunir pour prendre les décisions qui s'imposent. Sans attendre et en vertu de mes pouvoirs de police, je demande à ce que Madame Lacour soit mise en examen pour faux témoignage et recel successoral. Alors, c'est vrai ce qu'elle a dit? À propos de cette part dans la société qui gère le golf? Mais c'est bien, la vérité vous intéresse maintenant. Écoutez, on a 2 minutes. Est-ce que c'est pour la fille, là, la gitane, que vous avez envisagé de quitter les ordres? Non, je n'ai jamais envisagé de quitter les ordres. J'ai juste ressenti de manière très douloureuse de... Oh non, non, jouez pas sur les mots. Non, non, s'il vous plaît, jouez pas sur les mots. Hein. C'est pour la fille? Oui. Et elle va le dire à la barre? Je sais pas, oui, je suppose. Mais quoi, vous avez l'air déçu. Pourquoi je serais déçu? T'es pas le premier pervers que je défends, hein. Mais les autres, eux, ils évitent de me faire la morale, d'accord? Parce que ça, franchement, ça me fatigue. Dites, excusez-moi, vous êtes prêt parce que... Oui, oui, emmenez-le, emmenez-le. S'il vous plaît. Je m'appelle Flora Rager. J'ai 19 ans et je suis élève en terminale. Mais je sais pas ce que je suis censée dire. Parlez-nous de la relation que vous entreteniez avec l'accusé. Je l'aime de tout mon cœur. C'est lui qui m'a sauvée. Sauvé de quoi? C'est vous qui vous êtes mutilé ainsi? C'est pas facile d'être la fille de la débile du village. Déjà à la maternelle, les autres me regardaient comme une bête curieuse. Et ensuite, ils ont commencé à devenir méchants. Et quand je rentrais, ma mère me souriait en m'offrant des gâteaux. Je savais que ça servait à rien de lui parler parce qu'à 6 ans, j'étais déjà plus intelligente qu'elle. Vous viviez seules toutes les deux? Non, chez ma grand-tante. C'est elle qui a élevé maman. Ma grand-tante est très religieuse, du coup, quand maman est tombée enceinte par accident, bah, elle a refusé qu'elle avorte. Et je suis venue au monde. Pour ma grand-tante, ça faisait des soucis en plus, mais à 6 ou 8 ans, c'est pas des choses qu'on peut comprendre. Moi, la seule chose que je comprenais, c'est que j'étais un poids pour elle. Et je l'ai détestée pour ça. Comme j'ai détesté ma mère parce que j'avais honte d'être sa fille. Comme j'ai détesté les hommes parce qu'il y en avait un qui avait profité d'elle. Et comme j'ai détesté la religion parce que je regrettais tous les jours que ma mère ait pas avorté. En gros, vous détestiez tout le monde. Mais revenons-en à vos rapports avec l'accusé. Quand l'avez-vous rencontré? Je l'ai rencontré il y a 2 ans. Ma grand-tante m'avait placée dans un internat en espérant que ça allait me redresser. Et je m'étais fait virer pour conduite inconvenante. Parce que j'avais couché avec un mec en clair. Est-ce qu'au moins tu te rends compte de ce que tu as fait à ton âge? Non, ça va là. Et puis tu vas me faire le plaisir d'aller te débarbouiller. T'es maquillée comme une pute. Dans tes rêves. Bonjour. Arrête de jouer la face. Ah, bonjour mon père. Bonjour Christine. Vous devez être Flora? Bonjour. Ouais. J'essaie de lui faire comprendre ce qui arrive quand on a le diable au corps. Ma sœur était pareille. Elle vivait dans le péché et Dieu l'a punie. Pourquoi vous dites des âneries pareilles? Votre sœur est morte dans un accident de voiture. Alors qu'elle était sur le point d'accoucher et qu'elle était même pas mariée,
Si ça, c'est pas vivre dans le péché... Attendez. Attendre un enfant d'un homme dont on partage la vie, c'est la plus belle et la plus sincère des preuves d'amour. Et vivre dans l'amour, c'est vivre avec Dieu. Dieu, il n'existe pas, ok? Ou alors c'est un grand malade. Demandez à Fabienne ce qu'elle en pense. Vous appelez toujours votre mère par son prénom? Non, des fois je l'appelle la débile comme tout le monde. Je suis désolée. Non, je suis certain que Flora est désolée aussi. C'est toujours très désolant d'être aussi bête et aussi méchant que tout le monde. Tiens, bonjour Fabienne. T'es là? On n'est pas samedi. Flora voulait vous faire la surprise. Elle voulait vous annoncer qu'elle avait reçu les félicitations du conseil de classe. C'est bien ça, je suis contente. Et attendez! Pourquoi vous avez dit ça, là? C'était pour faire plaisir à votre maman. Elle mérite d'être fière de vous. Mais c'est complètement faux, j'ai repiqué 2 fois et je viens de me faire virer de mon bahut. C'est pas de sa faute à elle. J'en ai rien à foutre qu'elle soit fière de moi, ok? Ni de ce que vous pensez, là. Mais sérieux, mais vous êtes qui pour me juger? Vous connaissez rien de ma vie, ok? C'est ça, barre-toi. Connard, va! Flora, tu rentres tout de suite! J'ai revu le père Moreau le lendemain à la maison, vu qu'il passait tous les jours, pour parler avec ma mère. Mais il lui parlait pas comme les autres. Je veux dire, pas comme à une gamine ou comme à une débile. Juste comme à une vraie personne. Et il se forçait même pas, au contraire, il était hyper content de l'avoir. Par contre, moi, il m'adressait pas un mot. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit parce qu'il avait pas de temps à perdre avec les idiotes. Évidemment, ça m'a rendu dingue. Et 2 semaines après, j'ai été le voir à l'église. Pour me confesser. C'était le seul moyen de le forcer à m'écouter. Je sais pas bien ce que je cherchais. Peut-être qu'ils comprennent que c'était pas ma faute si je faisais n'importe quoi. En fait, moi, j'en avais rien à foutre de ce mec. Moi, mon plan, c'était de me faire sauter par tous les terminales. Mais bon, je me suis fait virer avant d'avoir réussi. Mais c'était ça l'idée. Voilà. J'ai fini. Alors, je vais faire quoi pour que Dieu me pardonne? Bien. Dans un premier temps, peut-être réussir votre bac, ça serait bien. Je vois pas trop le rapport. Vous savez, c'est pas contre Dieu que vous avez péché, mais plutôt contre vous-même. Et contre ceux qui vous aiment. Alors si vous souhaitez le pardon, c'est ce mal que vous leur avez fait qu'il va falloir réparer. Mais le pardon, qui de toute façon, ça sert à rien, j'ai arrêté l'école. Je trouve un boulot dans un fast-food. Les cours par correspondance, ça existe. Je pourrais vous aider. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai commencé à prendre des cours à distance et lui passait à la maison pour m'expliquer ce que j'avais pas compris. Il venait vous aider les soirs où votre grand-tante n'était pas chez elle, en cachette de celle-ci. Et pourquoi? C'est moi qui voulais pas qu'elle soit au courant. J'avais pas envie de l'entendre me dire que ça servait à rien que je reprenne les études vu que j'avais aucune chance. Il n'y avait donc pas la moindre ambiguïté dans votre relation avec l'accusé? Bien sûr que non. Élève appliquée et brillante qui a rattrapé de grosses lacunes grâce à un travail personnel intensif. Félicitations de toute l'équipe pédagogique, continuez comme ça. Brillante. C'est bien. Merci, maman. Maman? Vous savez, c'est un peu grâce à vous aussi, Fabienne. Bravo. D'ailleurs, comme c'était la Sainte Fabienne hier, voilà, je me suis permis. Je vais l'essayer tout de suite. Elle est belle quand elle vous regarde. Elle vous aime beaucoup, vous savez. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Alors vous avez qu'à l'épouser. Après, vous m'adoptez, on prend une maison tous les 3. Ce serait cool, non? Oui, ce serait merveilleux. Mais... Vous savez, un prêtre peut pas se marier. Mais vous le feriez si vous étiez pas curé? Peut-être. Mais je suis curé, alors. Merci. Vous savez, c'est pour vous que je le fais, ça. Parce que de toute façon, même si j'ai mon bac, ça servira à rien. J'aurais
pas les sous pour me payer les études. Vous aurez tous les sous qu'il faut. Je vous le promets, vous le méritez. Et j'y ai cru. Parce que c'est pas le genre qui tient pas ses promesses. Eh bien, vous avez eu raison de lui faire confiance, mademoiselle, parce que tout porte à croire que cette promesse, il l'a tenue, et qu'il a même tué un homme pour ça. Vous vous êtes bien payé ma tête hier, en me laissant croire que vous couchiez avec la gamine. Si vous l'avez cru, c'est que, quelque part, vous étiez prêt à le croire. Je suis sûr que vous êtes honnête par rapport à Fabienne et à sa fille. Et que vous les aimez sincèrement. Le souci, c'est que je crois que vous avez voulu les aider, n'est-ce pas? Et que vous avez fait pression sur la victime pour que sa crise de charité profite à vos protégés. Bon, ce que je trouve admirable, Mais ça donne un excellent mobile de meurtre. Voilà. Parce que vous saviez très bien que la première chose que la Cour aurait faite après vous avoir jeté dehors, c'était de revenir sur ses généreuses intentions concernant vos deux copines. Non, je pense pas qu'il aurait fait ça. J'ai aucun moyen de l'affirmer, mais... En revanche, et je suis catégorique, je n'ai jamais je n'ai fait pression sur lui. Je me suis comporté avec lui comme avec n'importe quel autre pénitent qui demande l'absolution. Donc, pour obtenir l'absolution, la vôtre en tout cas, il faut prouver que son repentir est sincère, c'est ça? Oui. Et réparer ses fautes. C'est ça, c'est exactement ça. La part du golf, c'était une réparation? La Cour, Berthier, Mollager, Évrard. SCI des mousquetaires. On peut me reprocher d'avoir menti. Mais mon seul souci était de préserver les intérêts de Madame Lacour. J'étais sûr que l'accusé se servait de l'emprise qu'il avait sur Fabrice pour détourner sa fortune à son profit. Et ce procès a prouvé que j'avais raison. Eh ben, on n'a pas dû assister au même. Ah oui. Et la part de la Société du Golfe que Fabrice était prêt à léguer aux petites protégées de votre client, c'est pas de l'abus, ça? C'est un beau cadeau. Et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous détenez également une part dans cette société. Oui, en effet, oui. Il se trouve que nous étions propriétaires du terrain sur lequel le golf s'est construit. Vous étiez propriétaire du terrain avec la victime? Pas directement. Mais à travers une société civile immobilière que nous avions constituée pour des raisons fiscales. C'était juste tous les deux, c'est ça? Non, avec Dominique Évrard et Paul Mollager. Nous l'avions d'ailleurs appelé la SCI des mousquetaires. Notre projet, c'était d'investir dans des terrains agricoles en fermage pour nous constituer une petite rente. Petite rente, qui est devenue monstrueuse puisqu'un golf a décidé de s'implanter à Saint-Martin-des-Groix, sur vos terres. Et dites-moi, combien de temps après la constitution de votre SCI? Ben, je ne sais plus, 2 ans peut-être. Vous avez du flair, hein? Nous avons eu de la chance. Vous, oui, énormément même. En revanche, celle qui a vraiment manqué de peau, c'est celle qui vous a vendu ces terres juste avant que leur valeur soit multipliée par 100. Je dis celle parce qu'il s'agissait d'une propriétaire, comme l'indique l'acte de vente du terrain en question. Acte qui figurait dans les archives de la victime et qui concerne un lot de 55 hectares de pâturage acheté par votre SCI, n'est-ce pas, pour la somme de 10 000 €. Et appartenant à Madame Fabienne Raget, ci-dessous dénommée la vendeuse, votre signature figure au bas du document, ainsi que celle de vos 3 amis. Ah, vous avez eu raison. Vous avez eu raison de vous mettre à 4 pour détrousser une déficiente mentale. C'est dangereux, ces bêtes-là. Enfin, nous n'avons détroussé personne. Nous voulions aider Madame Raget. Sa tante ne savait pas quoi faire des terrains du père de Fabienne.
Elle cherchait à les vendre, et comme elle avait besoin d'argent... Les 4 mousquetaires ont volé à son secours en lui achetant 10 000 euros, un terrain qui vous en rapporte depuis combien? 50 000 par an, à chacun. Félicitations, vous venez de me convaincre de me lancer dans la charité. En revanche, vous aurez beaucoup de mal à convaincre la Cour que vous n'étiez pas au courant de l'implantation future du golf. Et davantage encore, à la persuader que c'est mon client qui a tué Monsieur Lacour, alors que ce sont ses 3 amis d'enfance qui avaient tout intérêt à ce qu'il disparaisse. La victime voulait soulager sa conscience et obtenir le pardon divin. C'est tout à son honneur. Malheureusement, et manque de peau pour vous, il est tombé sur un prêtre qui ne l'accorde, lui, ce pardon que si le pénitent répare ses fautes. Voilà. Enfin, si Fabrice pensait avoir quelque chose à réparer, c'était son problème. Oui, et ce serait devenu le vôtre, s'il était allé jusqu'au bout de sa démarche. Hein? En avouant votre magouille à ses victimes. Parce que alors là, il vous mettait dedans tous les 3. Il nous mettait dans quoi? Oui, nous avons fait une bonne affaire en achetant ce terrain, et alors, depuis quand c'est illégal? Pénalement, on ne peut rien nous reprocher, absolument rien. C'est vrai qu'elles sont jolies, vos chaussures. C'est pour vous que je priais. Ce que vous avez fait, c'est bien. Non, j'ai fait un bide. J'ai fait un bide parce que Berthier a pas craqué, voilà. Et que je peux pas prouver que lui et ses petits copains ont sciemment entubé votre ami. Votre ami qui parle aux fleurs. Et je peux pas le prouver parce que je sais pas comment ils ont monté leur magouille, voilà. Contrairement à vous, qui savez tout. Depuis le début. Je suis sûr que la Cour vous a balancé les détails de l'arnaque. Pas vrai? Ce qui se dit dans le confessionnal ne peut être divulgué, c'est comme ça. Alors vous allez passer 10 ans de votre vie en tôle pour une règle, hein? Bon, il faut dire que ça a de la gueule. Enfin, ça en aurait si vous étiez le seul concerné. Mais il y a Fabienne et sa fille. C'est elles qui vont la payer, votre auréole. Parce que si elles pouvaient récupérer l'argent que ces 4 enflures leur ont volé, eh ben, ça améliorerait un peu leur ordinaire, non? Non? Écoutez, je sais pas ce que vous valez comme curé. Et je m'en fous, hein, je m'en fous. Mais je pense que vous êtes un homme bien. Et c'est de l'homme dont elles ont besoin. Pas du prêtre. Vous avez raison. Vous avez raison, mais... Même si la Cour avait commis un crime bien plus ignoble que celui de voler une handicapée, je n'aurais pas le droit de le dire. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis désolée là, mais je crois que j'ai rien compris en fait. Le docteur Berthier là et les autres, ils ont acheté le terrain à un moment pour que dalle, alors qu'ils savaient que ça valait une fortune. C'est possible, oui. Du coup, tout l'argent qu'ils ont touché là-dessus, c'est nous qui aurons dû l'avoir. Ils vont nous le rendre. Non, parce que légalement, la vente est valable. Mais c'est pas juste. Non, on parle pas de justice là, mais de droit. Le droit. Me regarde pas comme ça, hein, moi j'y peux rien. Si tu veux passer tes nerfs sur quelqu'un, ben, défoule-toi sur ta grand-tante. C'était elle, la curatelle de ta mère. Quand les 4 loustiques se sont intéressés au terrain, eh bien, elle aurait dû se méfier. Voilà. Mais c'est pas de sa faute, elle allait pas se méfier de la Cour. Ah, parce qu'en plus de croire en Dieu, elle croit au notaire. Mais non, c'est juste qu'elle bossait chez ses parents comme femme de ménage il y a longtemps. Du coup, la Cour, elle le connaît depuis qu'il est gamin. C'était le seul copain de ma mère à l'époque. Comment ça, le copain? Bah, pendant que ma grand-tante bossait chez les Lacour, ma mère, elle s'amusait dans le parc avec leur fils. À l'époque, elle était sympa avec elle. C'est pour ça qu'elle était si contente de retourner s'occuper des fleurs chez lui. Et ça a duré longtemps, leur amitié? Bah, je sais pas, jusqu'à ce que le fils Lacour parte en ville pour ses études. Ouais. Un crime encore plus ignoble qu'un vol, non? Pardon? Non, rien. Pardon, excusez-moi. Allô, oui? Ah,
Ah, monsieur Fabre, bah, merci de me rappeler, hein. Merci. Oui, bien sûr, le décalage horaire, c'est dur, oui, oui. En fait, je cherchais à vous joindre dans le cadre d'un procès pour connaître la date à laquelle vous avez lancé votre projet de golf, vous savez, de Saint-Martin-des-Groix. Vous avez fait quoi? Par écrit? Alors, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photocopie? Oui, c'est très urgent. Madame, vous êtes la tante de Fabienne Raget, née déficiente mentale, que vous avez élevée et dont vous êtes la curatelle depuis qu'elle est majeure. C'est exact? C'est exact. Une personne sous curatelle garde son autonomie de gestion. C'est-à-dire qu'elle peut utiliser librement son argent. Mais que ses actes de disposition, c'est-à-dire ceux qui touchent à son patrimoine, sont soumis à l'accord de sa curatelle. La vente d'un bien en fait partie, comme celle du terrain de votre nièce à la SCI des Mousquetaires. Pouvez-vous nous parler de cette vente? Eh bien, monsieur Lacour est venu me voir pour me proposer d'acheter le terrain appartenant à Fabienne. Il m'a dit que c'était une affaire. Attendez, 10 000 euros, 55 hectares, une affaire? Il rapportait rien, ce terrain. Et Fabienne payait des impôts locaux dessus, donc c'était déjà ça. Vous n'aviez pas entendu parler du projet de golf? Jamais. Ça, c'est très curieux. Parce que monsieur Marc Fabre, l'homme d'affaires qui a construit ce golf, dit qu'il a pris contact avec vous en vous demandant si vous étiez disposé à lui vendre le terrain. C'est faux. Il vous l'a pas seulement dit, il vous l'a écrit. Tenez, le 7 avril, Madame Raget, suite à notre sympathique entretien, je vous confirme mon intérêt pour le terrain appartenant à votre nièce. Mon intention est d'y construire un golf et un complexe immobilier. Pour cette acquisition, je suis disposé à payer, comme je vous l'ai dit, la somme de 400 000 euros. Vous avez bien reçu cette lettre? Oui. Mais c'était trop tard, j'avais déjà vendu le terrain. C'est en effet ce que vous avez répondu à monsieur Fabre. 3 semaines après avoir reçu cette lettre. Et c'était la vérité, puisque vous l'avez vendu quand ça déjà? Quand ça? C'était le 10 avril. Le 10 avril. Donc, si je résume, on vous propose 400 000 euros pour ce terrain. Et vous le vendez 3 jours plus tard pour la somme de 10 000 euros à la SCI des Mousquetaires. Vous avez un sens des affaires assez étonnant, madame. C'est monsieur Lacour qui m'a dit de faire ça. Il m'a dit que cette proposition, c'était du bidon, que je verrais jamais cet argent. Quel escroc, ce Lacour, quel escroc. Mais un escroc généreux tout de même, puisqu'au lieu de profiter de votre naïveté, il met ses 3 copains dans le coup, à parts égales. 10 000 euros, il pouvait les sortir tout seul, non? Tandis que 400 000, c'était plus difficile, surtout en liquide. Qu'est-ce que vous racontez? Eh bien, comme votre naïveté est aussi invraisemblable que l'altruisme de la victime, j'imagine une hypothèse beaucoup plus rationnelle. Ça, c'est ce qu'il propose. Mais je suis sûre qu'il est prêt à mettre plus. Beaucoup plus, même, en négociant bien. C'est possible, ouais, et alors? Alors, tu pourras faire une marge. Une belle marge. Parce que moi, je te le vends à 300 000. En liquide. Vous êtes fous. Pourquoi j'aurais fait ça? Eh bien, parce que l'argent qui figure sur l'acte de vente va sur le compte de votre nièce, alors que le liquide, vous pouvez le garder pour vous. Monsieur le Président, la défense insinue sans la moindre preuve. Parce que je souhaite laisser aux témoins la possibilité de dire la vérité avant de verser d'autres pièces au dossier, si nécessaire. Maître, s'il vous plaît. Madame, vous reconnaissez que vous avez détourné une petite fortune qui revenait à votre nièce, handicapée? C'était juste un remboursement. Pour tout ce qu'elle m'avait coûté, elle et sa fille. Parce que c'est moi qui ai tout payé. Toute seule!
Quelle ingratitude, madame. Vous allez faire passer les habitants de Saint-Martin-des-Groix pour des sans-cœurs, alors que ce sont eux qui vous ont aidé après la naissance de Flora, la débile du village, engrossée par un gitan sans scrupules. Ça les a beaucoup émus, ces braves gens. Certains m'ont donné un coup de main, oui, mais... Un coup de main, oui, un coup de main. Pour certains nombreux qui vous ont donné des vêtements ou des jouets pour la petite. Ah, mais d'autres ont été beaucoup plus généreux, beaucoup plus généreux. Le père de Monsieur Lacour vous a vendu pour une somme symbolique une des très jolies maisons du village où vous habitez depuis, d'accord? Celui de Monsieur Mollager vous a loué à titre gratuit le local où vous avez monté votre épicerie. Et ceux de Berthier et Évrard vous ont accordé des prêts dont ils n'ont jamais exigé le remboursement. C'est possible, et après? Alors comment osez-vous dire que Flora a été une charge pour vous, alors que c'est grâce à sa naissance que vous êtes passé du statut de femme de ménage à celui beaucoup plus enviable de commerçante prospère, alors que c'est grâce à elle que vous êtes devenu riche. Vous devriez la remercier, au contraire, hein? Il est né le divin enfant, alléluia, alléluia. Oh, maître, vous vous égarez. Monsieur le Président, aussi athée que je sois, je sais reconnaître un miracle quand j'en vois un, n'est-ce pas? La débile du village tombe enceinte à 17 ans. Et tels des rois mages, les 4 notables du village, qui sont également les 4 pères des mousquetaires, viennent se pencher sur le berceau du nouveau-né et le couvrir de cadeaux. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux, non? Il vous a tout raconté. Hein? Vous irez en enfer pour ça. Madame, s'il vous plaît, de quoi parlez-vous? Je doute qu'elle réponde à cette question, Monsieur le Président. Je doute qu'elle réponde à cette question. Pas plus que Mollager, Berthier ou Évrard, parce qu'il y a des secrets tellement dégueulasses qu'il faut être à l'article de la mort pour trouver la force de les avouer. Et c'était le cas de la victime, qui était aussi l'amie de la débile avec laquelle il jouait dans le parc, pendant que la tante de Fabienne faisait le ménage chez les Lacour. Voilà. Tenez, sur cette photo, ils ont 7 ans. Fabienne aime beaucoup cette photo, que sa fille nous a confiée. Sur l'autre, 8 ans de plus. Mentalement, Fabienne a toujours 7 ans. Mais elle a le corps et le charme d'une jeune fille de 16, n'est-ce pas? Et Lacour, lui, a les envies inassouvies d'un adolescent peu séduisant. Voilà. Mais pour Fabienne, c'est son seul ami, n'est-ce pas? Et elle n'a aucune notion du bien et du mal. Alors ils jouent tous les deux dans le parc, tous les deux ou avec les mousquetaires. Et comme l'a si bien dit monsieur Mollager au début de ce procès, Lacour avait les plus beaux jouets. Et il voulait toujours les faire partager. Jusqu'au jour où Fabienne tombe enceinte, n'est-ce pas? Et aussi croyante que soit Madame Raget, elle ne pense pas que c'est par l'opération, si je puis dire, du Saint-Esprit. Alors elle pose des questions. Et Fabienne raconte comment les 4 garçons ont abusé d'elle. Elle était d'accord, elle adorait ça. Je vous jure, c'est même elle qui demandait. Mais je vous crois. Il n'y a aucune raison pour que Fabienne n'apprécie pas une activité que la plupart des gens trouvent agréable. Mais, juridiquement, en l'absence de consentement éclairé, ça reste un viol. Vos parents le savaient, mais aucun d'eux n'avait envie de scandale, ni de jouer au grand-père avec la fille de la débile. Et ça, vous avez très bien su en jouer. C'est eux qui ont eu cette idée. Moi, je voulais tout dire à la police. C'est ce que j'ai expliqué au père Lacour. Et 2 heures après, ils étaient tous chez moi. Quelle revanche, madame, quelle revanche. Les 4 familles les plus puissantes du village, vous suppliant, parce que c'est vous qui étiez la seule capable de forcer Fabienne à mentir et à inventer cette histoire de gitan. Ils m'ont fait comprendre que c'était mieux pour Fabienne et pour son enfant de vivre dans de bonnes conditions. L'intérêt de Fabienne, bien sûr, l'intérêt de Fabienne, bien sûr. Comment ai-je pu penser qu'il puisse s'agir d'autre chose, hein?
Et si vous l'avez forcée à mentir juste après le meurtre de la cour et dire qu'elle n'avait vu personne d'autre que le curé dans le parc, c'était aussi pour son bien? C'est à cause de Berthier. Il m'a dit que le notaire allait tout raconter à Flora. T'as pas le droit de faire ça! Dieu m'a montré la voie hier. Il me laisse la vie sauve pour que je répare le mal qu'on a fait. Ce que toi, tu as fait avec tes copains! Moi, j'ai juste essayé de vous protéger! Ils vivent dans la peur! Ils vivent dans la culpabilité! Ils sont bouffés de l'intérieur, comme moi, juste comme moi. En les forçant à avouer leurs crimes, moi je les libère. Un jour ils me remercieront, tu verras. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Je vous écoute. Vous savez très bien ce que j'ai fait. Parce que la cour vous a tout raconté. Écoutez, j'ignore de quoi vous parlez. Ce que me dit un pénitent. Je le sais parce que je l'ai tué. J'ai du mal à vous suivre, madame. Pourquoi avoir avoué ce crime à mon client à peine celui-ci sorti de garde à vue? C'est ça que je comprends pas. Je voulais pas vivre avec le poids du péché. Vous vouliez surtout l'empêcher de parler, hein? Coincé par le secret de la confession, même s'il avait eu des doutes. Et il en aurait eu très vite. Il ne pouvait plus rien dire, ni à la police, ni à personne. Si ça avait été un bon prêtre, il aurait gardé le secret. Mais il a trahi son serment, c'est un Judas. Moi qui lui faisais confiance. Vous avez fait beaucoup d'erreurs, madame. Mais sur ce point précis, vous avez entièrement raison. Entièrement raison, puisque le père Moreau n'a rien dit. Ni à la cour, ni à la police, ni à son avocat. Je suis sûr qu'il souhaitait, plus que quiconque, que justice soit faite et que les pourritures qui ont abusé de Fabienne payent, et payent très cher. Mais il n'a rien dit. Alors même qu'il était accusé d'avoir tué celui qu'il avait cru sauver, il n'a rien dit. Alors même qu'il risquait de passer sa vie en prison, il n'a rien dit. Il n'a rien dit parce qu'il voulait rester fidèle à son serment, fidèle à son engagement, à son idéal. Maître, je crois que votre client est clairement hors de cause. Plaider pour lui n'a plus grand sens. Et je ne plaidais pas, monsieur le président. Je me demandais comment on pouvait être aussi con. Alors, il se passe quoi maintenant? Hein? Eh ben, tu fais un procès à Berthier, Mollager et Évrard. Tu récupères les parts du golf qui appartiennent à ta mère. Et puis, tu les poursuis en justice pour les obliger à faire un test de paternité. Non, Voilà. ça m'intéresse pas. Un père, j'en ai déjà trouvé un. Pourquoi j'irai en chercher un autre au milieu de 3 cons? Par contre, pour le procès, j'aimerais bien que ce soit vous, mon avocat. J'ai de quoi vous payer maintenant. Non, laisse tomber les honoraires. Il reste de la marge sur ce que ton père m'a réglé. Merci. Pourquoi vous lui expliquez pas? Quoi? Je sais pas, vous pensez toujours qu'il y a des choses qu'on peut pas réparer? Voilà, je viens régler la chambre. Parfait. Voici votre facture. Voilà. Une petite signature sur le... Bonjour Julie. Bonjour. J'aimerais te parler.